Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour monsieur. Vous êtes ancien secrétaire d'État, ancien député, aujourd'hui retiré de la vie politique et vous avez publié Une guerre sans fin aux éditions du CERF, une longue analyse de la guerre déclarée à l'Occident par l'islam radical. Alors nous sommes sur un média qui traite d'économie, je voudrais vous entendre plus spécifiquement sur les causes économiques que l'on pourrait déceler dans cette guerre. Si l'on creuse un petit peu, si l'on gratte le vernis religieux, civilisationnel, est-ce qu'on peut trouver des raisons bassement matérialistes à cette guerre? Oui. Lesquelles? Il y en a au moins deux. Il y a les erreurs qu'ont fait les régimes arabes post-coloniaux. Que vous qualifiez de kleptocrates. Voilà. Les fautes de gouvernance, l'effondrement économique de ces pays, combiné à l'absence d'alternance démocratique, a fait que seuls les partis religieux ont été l'alternative. Si vous avez une poussée djihadistes, salafistes, sous différentes formes dans les différents pays, c'est d'abord à cause du ratage économique. Et ces pays n'étaient pas nécessairement condamnés au ratage, parce que beaucoup sont très riches. La Libye, c'est très riche, l'Algérie, c'est très riche. Tunisie est pauvre, mais le Liban, c'est pas très riche. Mais plein d'autres pays sont très riches. L'Irak, c'est très riche, etc. Bon, première cause, l'échec de ces élites à produire de la croissance et un minimum de démocratie en même temps, des classes moyennes, quoi. Et là où il y a une classe moyenne, vous noterez que les perspectives de sortie de crise sont possibles. Par exemple, la Tunisie, difficile, mais il y a un bout de classe moyenne, un bout de liberté des femmes, etc. Dans les autres pays, catastrophe. L'autre versant économique de cette histoire, c'est les calculs des Occidentaux, et notamment des Américains. Et toujours cette affaire du contrôle de la manne pétrolière, avec des jeux épouvantablement, j'allais dire, primaires, voire primitifs de la diplomatie américaine depuis la fin de la guerre. Enfin, ça a commencé avant-guerre, les Anglais, naturellement, en donnant l'Arabie saoudite à la famille Al-Saoud, c'est-à-dire wahhabite. Mais les Américains, tout de suite après la guerre, ont passé ce pacte avec la famille Saoud. Je te défends, tu me garantis le pétrole. Et c'est ce mariage contre nature entre un régime qui est fondamentalement révolutionnaire, au sens wahhabite du terme, puisque la famille Saoud est mariée avec Abdel Wahhab depuis le XVIIIe siècle. Donc sa vocation, c'est de véhiculer un islam absolument conservateur, donc anti-occidental. C'est la contradiction entre cette vocation révolutionnaire-là, plus la garantie américaine qui a produit toute la folie que l'on connaît depuis 1973, c'est-à-dire l'explosion du prix du pétrole, qui a permis à la dynastie des Saouds, pour la première fois, d'avoir une politique étrangère d'exportation du wahhabisme. Bon, il y a plein d'autres versions de cette affaire pétrolière en Irak, en Iran, puisque l'Iran était l'allié des Anglais et des Américains après la guerre, mais pour des raisons qui tiennent aux velléités d'indépendance de Mossadegh. À l'époque, la CIA organise le coup d'État, et les Iraniens n'ont jamais oublié ça. Et dans l'actuel Iran, celui des ayatollahs qui essayent de se transformer, cette méfiance très profonde de l'Occident et de la rapacité des Occidentaux sur le pétrole, etc., reste un facteur clé pour comprendre ce qui se passe en Iran, en plus de la bataille idéologique entre sunnites et chiites. Donc, vous avez raison de poser cette question économique. Je la traite quand je parle de l'effondrement des régimes arabes, parce que la poussée salafiste n'arrive pas par hasard. Elle est d'abord le produit de l'échec des expériences postcoloniales dans le monde arabe. Elle est aussi, en partie, les résultats de nos échecs, de nos erreurs. Beaucoup tirés par les Américains. Est-ce qu'au-delà de cette question de l'accès et du contrôle des hydrocarbures, on peut déceler des causes dans les inégalités tout du moins perçues? On voit bien que les djihadistes qui ont grandi en France sont de milieux plutôt difficiles. Non ? Faux. Alors là, vous regardez l'autre version, c'est-à-dire la poussée du djihadisme en Occident et en France. Et vous me dites, peut-être un ressenti aussi du Moyen-Orient. Mais continuez, vous me dites classiquement, c'est parce que la France n'a pas su partager assez, l'égalité des chances. Alors ça, donc cet argument, vous le balayez. Ça, c'est l'antienne classique.
de Valls à Macron, ça va vous faire rigoler, mais plein d'autres l'ont dit aussi. Valls a dit apartheid ethnique et territorial. Macron a dit en 2015, après les attentats du 13 novembre, il dit dans Le Monde, la France est responsable du terreau du terrorisme. C'est-à-dire que la faillite de notre modèle d'intégration, nos injustices à nous, produisent cette frustration qui ensuite génère le... Alors c'est toujours la thèse de la victime coupable. Voilà, je suis victime, mais c'est moi la cause de mon malheur. Je ne supporte pas ce genre d'argument. Je pense que c'est... Il n'y a rien de pire au monde, alors, comme disait Malraux, que de se tromper de diagnostic. Qu'est-ce qui permet de la France est le pays au monde qui est le plus généreux en matière d'immigration. Nous accueillons, nous éduquons gratuitement, nous logeons gratuitement, nous soignons gratuitement. Aujourd'hui, le migrant qui a le statut de réfugié en France, il a une carte de crédit, monsieur. Et il va tous les mois chercher des revenus que beaucoup de gens qui sont des retraités modestes n'ont même pas. C'est la réalité. Donc qu'on n'aille pas m'expliquer que... Moi aussi, vous savez, quand j'avais 5-6 ans, ma famille, elle est venue de Tunisie, on était français, on a été virés, d'accord? Et je suis venu dans le 9e, dans des conditions extrêmement difficiles. Ici même, vous êtes installés. Jamais j'ai eu envie de brûler une bagnole ou de me trouver révolutionnaire, je ne sais pas quoi, salafiste ou autre, pour aller faire péter ce pays qui était mon pays d'ailleurs, puisque nous sommes français. Là, on est dans une relation qui est beaucoup plus complexe. On est dans des phénomènes de diaspora, de communautarisme, mélangés avec des pressions religieuses. Si vous voulez, je discute beaucoup dans le livre la thèse de Paul Collier sur l'immigration. C'est très très important de comprendre ce qui se passe. Et je développe le paradoxe du train. Vous savez, il y a un train qui s'appelle la France, qui est engagé dans une voie qui est celle de 2000 ans d'histoire. Et puis il y a des gens qui arrivent, qui ont quitté leur train ou leur wagon parce que ça va pas assez vite et que c'est pas assez confortable, qui viennent s'installer dans le wagon de queue, là. Ils montent dans le wagon France. Mais est-ce qu'ils ont pour autant adhéré à ce que c'est que la France? Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs? L'échec de notre politique d'assimilation? Oui, mais pour s'assimiler, il faut être deux, il faut avoir envie, quoi. Il faut que la puissance invitante ait envie d'accueillir, puis il faut surtout que le nouveau venu considère que l'histoire de France n'a pas commencé le jour de son arrivée. Or, nous avons les deux phénomènes en même temps. Je crois que depuis les années 70, comme je le démontre, ça fait 40 ans que nous vivons une immigration subie par aveuglement collectif. On ne veut pas voir que le monde a changé et que nous sommes en face d'une vague migratoire de proportions historiques qui ne fait que commencer. Donc il y a un vrai sujet. Or, on ne veut pas le voir. Le deuxième sujet, c'est que 90 à 95% de ces migrants sont musulmans. Donc il y a un vrai problème qui est la place de l'islam en France. Là aussi, on ne veut pas le voir. On ne nous discute surtout pas pendant l'élection présidentielle. Surtout pas. Ça pourrait être dangereux. Donc on se tait sur ces sujets majeurs. La vérité, c'est que la France et l'Europe sont en train de changer de peuple. Que l'islam est en train de devenir une composante majeure de ce que va être le continent européen et ce que va être la France dans les années qui viennent. On veut regarder ou on ne veut pas regarder? Pas regarder, il y aura des drames. Mais nous sommes en train de fabriquer des Kosovo en puissance, c'est-à-dire des enclaves qui, un jour ou l'autre, vont échapper au contrôle de l'État central et vont dire, voilà, on va présenter, ça commence, d'ailleurs vous l'avez aux législatives, des partis qui sont des partis musulmans. Voilà, moi je représente ma communauté. Je vais utiliser vos institutions, mais pour défendre ma communauté. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette guerre ne soit pas sans fin, pour reprendre le titre de votre livre? Est-ce que ça passe par plus de politique de développement? Est-ce que ça passe par de l'interventionnisme, malgré les erreurs qui ont été répétées dans le passé? Je décline dans les 200 pages finales de ce livre toute une série de choses qui vont de la politique étrangère à la politique de défense, à la politique d'immigration en passant par la politique de lutte antiterroriste, à la refonte de notre politique d'aide en développement, en vérité, vous avez raison, et puis à ce qu'on appelle la place de l'islam en France, l'intégration, les règles que l'on doit, à mon avis, appliquer à la communauté musulmane. Il est hors de question de tolérer des prêches parce que personne ne va les écouter dans les mosquées. Il est hors de question de laisser la communauté musulmane recevoir de l'argent de l'étranger ou organiser sa vie culturelle
dans l'opacité la plus totale, en utilisant un mode associatif qui est celui de la loi 1901, ce que font d'ailleurs aussi les Lubavitch entre nous, et pas la loi de 1905. Donc il y a des choses très précises à faire. Il y a des réponses d'ordre économique à apporter? Oui, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances, mais au risque de choquer, cette égalité des chances, elle passe par la sélection. Elle ne passe pas par le nivellement par le bas, ce n'est pas en distribuant des diplômes qui n'ont aucune valeur. Aujourd'hui, un baccalauréat en France a à peu près le niveau du certificat d'études dans les années 50 en France. Si vous mettez un bachelier d'aujourd'hui et vous lui donnez le certificat d'études de 1950, il aura du mal à l'avoir. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait. Voyez. Donc, je crois que le retour à la sélection, la progression au mérite, le fait d'avoir des bourses, enfin moi ce que j'ai eu, mon père était ouvrier chez Renault, j'ai quand même été à Harvard, mais je ne suis pas allé à Harvard parce qu'on m'a donné des diplômes. Il fallut les conquérir. Donc je pense qu'il faut réhabiliter la notion de mérite, la notion de travail, tout ça en donnant des chances égales à tous. Et après, vous allez produire une société beaucoup plus mobile et beaucoup plus réconciliée avec le progrès. Mais c'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut regarder. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unilatérale et toute faite à cette question qui est le défi de l'islamisation. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que en ce début du XXIe siècle, la guerre idéologique, on est 30 ans après la fin de la guerre froide, la guerre idéologique entre la gauche et la droite, entre le socialisme et le libéralisme, a été gagnée par les libéraux. Voilà. Le modèle dominant, c'est l'économie de marché. Après, c'est quel est le système politique qui résulte de l'économie de marché. Il y a un tas de gens, en Chine, en Russie, en Turquie, en Iran, et dans bien d'autres pays, au Nigeria, Singapour, etc., qui considèrent qu'on peut être à la fois dans un régime capitaliste, mais aussi dans un État digne de ce nom, entre guillemets, patriote, dur, voire autoritaire, qui contrôle et mène le peuple vers la gloire et l'émancipation nationale. Ça, c'est le rêve de Erdogan, c'est le rêve de Poutine, redonner à la nation sa puissance. C'était le rêve de l'époque du général de Gaulle, entre nous. Nous, on est d'entrée dans des systèmes que Philippe Murray, que je cite, appelait l'homo festivus. C'est-à-dire que la logique de notre système libéral, c'est de fabriquer toujours plus de plaisir pour l'individu. Toujours plus de droits, toujours plus de plaisir. Et ça, c'est je me mariais avec 3 femmes, 2 femmes, un type, ce qu'on veut. Je veux tant de vacances, je veux pouvoir manger ça, je veux pouvoir m'habiller comme ça. Tout doit être possible. Et au fond, c'est très 68 tard. Moi, j'y étais à 68. Il est interdit d'interdire. Bon. À la fin de la journée, la cohésion sociale et nationale d'un pays qui fonctionne sur ça, pas terrible. D'autant qu'en plus, on a supprimé l'échelon national en disant maintenant tout s'est fait en Europe ou tout se fait dans la ville ou dans votre communauté. C'est là qu'interviennent nos amis musulmans. Eux, ils ont non pas l'homo festivus en ligne de mire, ils ont l'accomplissement humain par Dieu et la religion. C'est noble. Si ça ne bascule pas dans la violence, c'est parfaitement respectable et noble. Donc ils offrent un modèle alternatif à l'homo festivus. Et c'est là qu'il y a problème. Si notre société est incapable de se donner du sens autre que fabriquer des McDonald's ou du Coca-Cola ou de quelle bêtise de jeux vidéo, de Google, de ce qu'on veut, toute la journée avec leur portable. Si c'est ça le sens de la vie en société, on a perdu la guerre, hein. Moi je vous le dis. Donc il faut que cette guerre sans fin se fasse avec le réapprentissage de ce que c'est que la France, de notre histoire, de l'Europe, de la fierté. C'est pour ça que pendant si longtemps j'ai fait de la politique. Et c'est pour ça que j'en suis parti quand j'ai compris que mes petits camarades n'étaient pas intéressés par ce que je disais. C'est sur cette confession qu'on va achever l'entretien. Merci beaucoup Pierre Lellouche, on a bien compris, hein, pas de réponse unique, pas de solution unique, mais des pistes de réflexion dans votre livre, Une guerre sans fin. Merci Pierre Lellouche. Beaucoup.